Bonjour, je m'appelle Sabri Adel Saadi et je suis coordinateur d'implémentation francophone au Centre de recherche et d'éducation sur la violence contre les femmes et les enfants de l'Université Western. Au nom des équipes du Learning Network et du Centre de connaissances, je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire intitulé Stratégie de coercition reproductive utilisée en contexte intime et familial, l'expérience de celles qui les ont subies. Je tiens à souligner que notre travail se déroule sur les terres traditionnelles des nations Anishinabek, Haudenosaunee, Lenape et Chonoton. Ces terres sont liées au traité du canton de London et de Sambra de 1796 et au pacte de la ceinture wampum, faisant référence au concept du bol à une seule cuillère. Nous faisons cette reconnaissance des territoires pour contrer la doctrine de la découverte et reconnaître les terres et la souveraineté autochtone. Nous reconnaissons aussi que de nombreuses personnes noires ont été violemment déplacées au Canada en raison du colonialisme colonisateur et de l'esclavage. Nous continuerons de collaborer avec les communautés pour lutter contre le colonialisme, le racisme contre les personnes noires et d'autres formes d'oppression qui demeurent omniprésentes au Canada et qui entraînent des répercussions disproportionnées de la violence fondée sur le sexe sur les communautés opprimées. En tant que colon dans cet espace, je suis reconnaissant des nombreux avantages que j'en tire et je tiens à exprimer ma gratitude envers Mère Terre pour ces ressources que nous utilisons et à rendre hommage à tous les peuples des Premières Nations, Métis et Inuits qui habitent cette terre depuis au moins 15 000 ans. Nous sommes ravis de vous accueillir à ce webinaire passionnant lors duquel Carole Boulepsol présentera ses travaux sur une forme de violence basée sur le genre encore peu documentée. Diplômée en sociologie, en études féministes, en travail social et en santé mentale, Carole Boulepsol finalise actuellement un doctorat en sciences humaines appliquées à l'Université de Montréal. Elle nous présentera les résultats de sa thèse sur la coercition reproductive en contexte intime et familial. Elle est supervisée par Marie-Marthe Cousineau de l'Université de Montréal et Sylvie Lévesque de l'Université du Québec à Montréal, laquelle dirige le laboratoire et la recherche dans laquelle elle s'insère les travaux de Carole Boulepsol. En plus d'être travailleuse sociale, elle est professeure au département de travail social de l'Université du Québec en Ottawa, à Saint-Jérôme depuis peu. Forte de 15 ans d'expérience dans l'intervention et la recherche féministe, ses domaines d'intérêt incluent les violences basées sur le genre, sur la santé mentale, les migrations, la recherche partenariale, l'intervention en travail social de groupe, les approches anti-oppressives et la formation de la relève dans les domaines de la recherche et de l'intervention psychosociale. Par la suite, je serai rejointe par ma collègue Margarita pour une session de questions-réponses prévue aux alentours de 14 heures. Carole, la parole est à toi. Bonjour, merci, merci beaucoup. Merci à toutes et tous d'être présentes en aussi grand nombre. Je constate qu'on est plus de 330 personnes intéressées à en apprendre plus ou tout au moins à échanger sur la question de la coercition reproductive. Et je vous remercie pour l'attention que vous me donnez aujourd'hui. Et je vais essayer de faire honneur au travail, ma foi, qui est celui de ma thèse, mais qui est surtout un travail collectif. Alors, je suis vraiment honorée de l'invitation qui m'a été faite et j'ai hâte d'échanger avec vous à la fin de la présentation. Je remercie particulièrement les personnes organisatrices des webinaires et le Centre de recherche et d'éducation sur la violence contre les femmes et les enfants de l'Université Western Ontario. Et je tiens particulièrement à remercier Sabri Adel Saadi pour la coordination, l'invitation et tout le soutien qu'il m'a apporté pendant la préparation de cette présentation. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous parler en effet des résultats de ma recherche doctorale. C'est un long processus, une recherche doctorale. Ça aura pris 6 ans, qui arrive maintenant à la fin, non sans un certain soulagement. Et je vais me concentrer aujourd'hui donc sur les stratégies de coercition reproductive qui peuvent être utilisées dans un contexte intime ou familial. Et vous allez voir que je m'appuie sur la littérature scientifique, la littérature grise également, et surtout sur des données tirées d'entretiens semi-dirigés que nous avons menés auprès de femmes qui avaient été les cibles de coercition reproductive. La présentation que je vous propose compte sur la collaboration de mes directrices de recherche, de thèse,
Sylvie Lévesque et Marie-Marthe Cousineau, et plusieurs des éléments que je partage aujourd'hui ont déjà été présentés lors de rencontres scientifiques internationales ou d'ateliers à une échelle plus locale. Alors, sans plus tarder, je vais partager avec vous quelques éléments de contexte. Donc, comme je l'ai mentionné, c'est une recherche doctorale. C'est une recherche doctorale qui s'insère dans les travaux plus largement élaborés au sein du laboratoire de recherche sur la santé reproductive et les violences, laboratoire qui est dirigé par Sylvie Lévesque, laquelle est aussi la chercheuse principale du plus grand projet dans lequel s'insère ma thèse. Ce grand projet compte sur la participation de co-chercheurs et co-chercheuses affiliés à l'UDM, donc l'Université de Montréal, à l'Université d'Ottawa et à l'Université du Québec à Montréal, plus connue sous le nom d'UQAM. Il a été coordonné par Catherine Rousseau et compte sur plusieurs partenaires, dont l'Institut national de santé publique du Québec, la Fédération du Québec pour le planning des naissances et le Planned Parenthood d'Ontario. Vous avez remarqué que j'ai plusieurs affiliations universitaires. J'ai fait ma thèse à l'Université de Montréal et donc, comme ça a été mentionné, je suis aujourd'hui, j'ai la chance, le privilège aujourd'hui d'être devenue professeure à l'Université du Québec en Outaouais. Alors, la plus grande recherche, donc celle qui est dirigée par Sylvie Lévesque, a compté, comme je l'ai mentionné, sur plusieurs partenaires, dont un partenaire financier important qui est le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Et pour ma part, dans le cadre de ma thèse, j'ai eu le privilège également d'être soutenue par différentes institutions, dont le collectif de recherche et d'action pour la sécurité, l'autonomie et la santé de toutes les femmes, SASFAM, le Centre de recherche appliquée interdisciplinaire sur les violences intimes, familiales et structurelles, la Fondation Pierre-Elliott Trudeau et le programme de bourse d'études supérieures du Canada, Vanier. Alors, je voulais profiter de ce webinaire pour remercier ces soutiens précieux qui ont contribué à ce que j'ai des conditions très favorables dans le cadre d'un doctorat, ce qui m'a permis finalement de le mener à terme. Alors, quand on parle de coercition reproductive, de quoi on parle? Eh bien, on parle d'une forme de violence basée sur le genre, une forme de violence basée sur le genre qui va concerner davantage les femmes ou les personnes appartenant aux minorités de genre. Donc cette coercition reproductive, elle résulte de stratégies intentionnelles de contrôle de l'autonomie reproductive, de contrôle de la sphère reproductive d'une personne par d'autres personnes, qui va résulter d'une privation de liberté, une privation d'autonomie reproductive, en sachant qu'à l'échelle mondiale, là, en 2022, ONU Femmes avait estimé que l'autonomie reproductive de plus de 1,2 milliard de femmes et de filles était compromise. Et dans le cadre de la coercition reproductive, ces stratégies visent 3 objectifs principaux, à savoir exploiter le potentiel reproductif, limiter ce potentiel ou bien complètement l'anéantir. Alors, quand on dit exploiter le potentiel reproductif, eh bien, on entend tout ce qui est de l'ordre des stratégies qui visent à imposer une grossesse ou une maternité. Alors, on va parler par exemple de sabotage des moyens de contraception. On va parler de personnes qui vont essayer de détruire, de dissimuler ou d'abîmer les moyens de contraception. D'autres personnes qui vont feindre d'utiliser un préservatif, un condom, et le retirer, par exemple. C'est ce qu'on appelle souvent en anglais le stealthing ou en français le furtivage. Ou encore, dans le sabotage, on voit aussi des personnes qui vont se lancer dans des campagnes de désinformation ou d'intimidation pour limiter le recours à des contraceptifs ou à des services de santé sexuelle et reproductive. Dans le même ordre d'idée, toujours pour exploiter le potentiel reproductif, eh bien, il y a d'autres personnes qui vont tenter d'imposer une grossesse à terme. Donc, on a une personne qui est devenue enceinte, qui souhaite soit interrompre, soit est ambivalente par rapport à la suite de cette grossesse et qui va vivre donc des attaques, des stratégies qui vont viser à la faire céder de manière à ce qu'elle maintienne cette grossesse. Dans le même arsenal de stratégies, il y en a qui visent à créer de la pression de manière à ce qu'une femme ou une personne qui peut devenir enceinte concède à la parentalité, à la maternité, par exemple. Le deuxième objectif, donc, c'est de limiter. Ça va être, par exemple, toutes les stratégies qui visent à provoquer ou imposer l'interruption d'une grossesse alors que ce n'est pas la volonté de la personne qui est devenue enceinte. Au niveau du troisième objectif qui vise à anéantir, eh bien là, on pense davantage aux stratégies qui visent à forcer une stérilisation
là encore, quand ce n'est pas l'intention ou la volonté de la personne qui est ciblée. Alors, il y a toutes sortes de stratégies qui sont utilisées, on va voir, pour arriver à ces fins de la part des personnes qui exercent de la coercition reproductive. Et parmi elles, il peut y avoir le recours à la force physique ou la menace du recours à la force physique, la culpabilisation, le dénigrement, la mise en place de différents obstacles pour limiter l'accès à des services de santé et la restriction, par exemple, des mouvements. Toutes ces stratégies sont mises en place dans le but et ont pour conséquence de priver de liberté ou d'autonomie reproductive la personne qui en est la cible. Au niveau de la revue de littérature, ce que l'on sait, c'est qu'il manque encore aujourd'hui de consensus au niveau des définitions de ce que serait un comportement qui pourrait être qualifié de coercition reproductive. Alors, je vais dire rapidement, il y a plusieurs raisons qui peuvent nous aider à comprendre ce manque de consensus. Par exemple, il y a un appareillage conceptuel qui est encore fragile et qui mérite d'être solidifié. Ça dépend aussi au niveau des définitions des comportements, donc comme je disais, associés. Est-ce qu'on retient l'intention, par exemple? Est-ce qu'il faut avoir l'intention de brimer l'autonomie reproductive pour que le comportement en question soit qualifié de coercition reproductive ou non? Alors moi, je retiens dans le cadre de ma thèse les repères définitionnels qui ont été proposés par la sociologue australienne de la santé Laura Tarzia et par Kelsey Egarty, de ses collègues, qui elle-même est titulaire de la chaire de recherche sur la prévention de la violence familiale à l'Université de Melbourne en Australie. Et elles nous disent qu'à l'intersection de la violence conjugale, de la violence sexuelle et de la violence familiale se trouve la coercition reproductive, mais que nous serions mal avisés de la confondre avec ces autres formes de violence ou contextes de violence. Elles nous disent que la coercition reproductive mérite, si on veut, d'être considérée comme un phénomène en soi. Et ce phénomène se caractérise justement pour ne pas être confondu avec de la violence conjugale ou de la violence sexuelle par trois éléments. Un élément d'intention, une volonté de prendre le pouvoir sur la reproduction d'une autre personne, donc des stratégies de contrôle qui répondent de cette volonté-là, et la dimension de la peur de la personne qui subit les stratégies de coercition reproductive. Et elles nous disent dans un article à portée conceptuelle publié en 2021, ce qui suit, donc je cite et je traduis librement, pour les femmes, leur corps est retenu en otage par un partenaire ou un membre de la famille par la peur d'être physiquement, psychologiquement, financièrement ou sexuellement blessées si elles ne se conforment pas. Alors, on voit ici tout l'aspect coercitif qu'il y a dans la définition et qu'on est invité à retenir. Un exemple simple pourrait être par rapport à la distinction de la violence conjugale en général. Un conjoint peut, de par son comportement, provoquer une fausse couche sans pour autant que sa volonté soit de provoquer une fausse couche. Et une des conséquences de son comportement, ce n'est pas la finalité qui est poursuivie. Dans la coercition reproductive, vraiment, ce qui la caractérise, c'est cette intention de contrôle. Ce qu'on sait aussi, c'est quelques éléments de prévalence et d'estimation. Alors, on peut tout de suite dire que ce n'est pas un phénomène marginal. Cela étant, il y a des disparités dans les estimations que la littérature nous propose. Ces disparités, elles dépendent des définitions, comme je viens de le dire, des méthodes utilisées et également des bassins d'échantillons. Ce qu'on peut retenir, somme toute, c'est quelques chiffres que je vais partager avec vous. Par exemple, en 2023, sous la direction de Shannon N. Wood, qui est affiliée au département de santé des populations, santé familiale et reproductive de l'école de santé publique Johns Hopkins aux États-Unis, eh bien, sous sa direction, il y a une équipe internationale qui a publié des résultats d'une recherche quantitative qui s'intéressait justement à la prévalence de la coercition reproductive dans 10 régions de pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire. Eh bien, l'équipe a observé une prévalence qui allait de 3,1% à 20,3%. Tandis que dans la majorité des contextes, on observait une prévalence qui demeurait plus faible que 10%. En Inde, une autre recherche faite par une équipe dirigée par J. Silverman, qui est affiliée au Centre sur l'équité des genres et la santé de l'Université de Californie aux États-Unis, rapporte que sur 1770 femmes au cœur donc de cette recherche, eh bien 12% d'entre elles avaient vécu de la coercition reproductive de la part d'un conjoint ou d'un membre de la famille. Aux États-Unis, Karen Tristan Grace et Elizabeth Miller ont estimé que les enquêtes populationnelles américaines
nous rapportaient environ 8% de répondantes qui avaient déjà vécu de la coercition reproductive au cours de leur vie. En comparaison, je vous ai dit tout à l'heure que selon les échantillons, on voyait un écart. En comparaison, les enquêtes réalisées sur des plus petits échantillons et le plus souvent recrutés par le biais de services cliniques ou spécialisés, les taux déclarés vont se situer, eux, entre 25 et un peu moins de 40%. Plus proche de nous, au Canada, on n'a malheureusement pas encore de données populationnelles sur le phénomène, mais je vais partager avec vous les résultats de deux recherches que je trouve tout à fait intéressantes. La première est celle qui a été menée par l'équipe du laboratoire de Sylvie Lévesque et qui rapporte, à partir d'une collecte de données qui a été faite en ligne par questionnaire, auprès de 427 personnes, dont 92 s'identifiaient comme femmes, eh bien, cette étude rapporte que 63,9% des personnes répondantes ont mentionné avoir vécu de la coercition reproductive. 62,8% ont subi du sabotage contraceptif, comme je l'ai décrit tantôt, et 9,8% ont été la cible de coercition en lien avec la poursuite ou l'arrêt d'une grossesse. De la même manière, au Québec, toujours, une recherche Carole, partenariale, oui, excuse-moi de te couper. Est-ce que tu peux réduire un peu le rythme pour les tout à fait. interprètes? Merci. Toujours au Québec, une recherche partenariale menée entre autres par Mylène Fernet, qui est professeure en sexologie à l'UQAM, et par le regroupement des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Elles ont donc présenté les résultats de leur recherche avec Louise Riendeau, qui est responsable des dossiers liés à l'intervention et à la problématique. Et dans cette conférence, elle nous mentionne, à partir de données collectées auprès des 2000 femmes hébergées annuellement dans l'une des 46 maisons d'hébergement membres de ce réseau, elles estiment que 41% des femmes qui utilisent leurs services, donc les hébergements et les services externes, rapportent avoir vécu une forme de coercition reproductive. Parmi ces dernières, proche de 66% ont mentionné que leur partenaire avait déjà exigé à au moins 3 reprises de ne pas utiliser de contraception dans le but qu'elles deviennent enceintes. Alors, on voit, comme je disais tantôt, qu'il s'agit là d'un phénomène loin d'être marginal quand on s'arrête sur les chiffres disponibles dans la littérature scientifique. Ce qu'on sait également, c'est qu'il y a une forte corrélation entre le fait de vivre de la violence conjugale et le fait de vivre de la coercition reproductive. Et de la même manière, il y a une corrélation forte entre le fait de vivre de la coercition reproductive et de vivre une grossesse non planifiée. Au niveau des facteurs de risque, j'aimerais partager avec vous quelques-uns des éléments de vulnérabilisation qui font repérer également. La jeunesse apparaît comme un facteur de vulnérabilisation. Le faible degré de scolarisation de la personne victime ou de la personne qui agit la coercition reproductive est également un facteur de vulnérabilisation qui a été reconnu. Et on peut également dire que la corrélation, comme je disais tout à l'heure, avec un historique de violence, conjugale ou familiale, a été faite également. Par exemple, une recherche menée par Elizabeth Price de l'école de psychologie de l'Université Queensland aux États-Unis et ses collègues a montré que la coercition était davantage rapportée par les femmes qui vivaient de la violence conjugale que par celles qui estimaient avoir vécu de la coercition reproductive dans un contexte autre que le contexte de violence conjugale. Une autre chose que j'aimerais souligner, c'est les chercheuses dont Meredith, Bakewell, Gray nous ont montré qu'il y avait une association entre le fait de vivre de la coercition reproductive et le risque d'être victime de féminicide. Un autre facteur de risque est le fait d'appartenir à un groupe ethnoculturel minorisé. Et là encore, on a plusieurs recherches aux États-Unis dont les résultats nous montrent effectivement une association significative entre l'appartenance à un groupe ethnique minoritaire et le fait d'avoir vécu de la coercition reproductive. Enfin, l'orientation sexuelle apparaît également comme un facteur qui influence le risque de vivre de la coercition reproductive. On a plusieurs recherches américaines qui illustrent par exemple que les femmes bisexuelles sont plus à risque que les femmes hétérosexuelles de vivre de la coercition reproductive de la part d'un partenaire masculin. Et une autre recherche menée par Laura Swan et ses collègues conclut également que les personnes ayant une orientation sexuelle polysexuelle, donc envers plusieurs genres, seraient plus à risque de vivre également de la coercition reproductive.
À cela s'ajoutent les conditions évidemment culturelles et sociales, les représentations sociales, où eh bien, la question reproductive se produit dans des sociétés dont l'histoire et l'actualité reposent en grande partie sur un système patriarcal, c'est-à-dire, selon Patricia Romito, qui est chercheuse en psychologie sociale en Italie, je cite, une structure sociale dans laquelle les hommes détiennent le pouvoir, ce qui se traduit plus simplement encore par le pouvoir des hommes. Hein, elle précise que l'idéologie patriarcale participe à représenter, je cite à nouveau, la subordination des femmes comme naturelle, légitime et souhaitable, et contribue à rendre acceptable ou invisible à celles qui sont dominées la réalité de leur domination. Comme nous invite à le concevoir les perspectives intersectionnelles, le système patriarcal est imbriqué avec d'autres systèmes comme le racisme, le colonialisme, le capitalisme, le capacitisme par exemple. Et cette imbrication contribue à moduler et à différencier les expériences des femmes. Pour les conséquences, eh bien là encore, la littérature nous donne plusieurs éléments que je souhaite partager avec vous. Dans les conséquences les plus souvent documentées, eh bien, il y a les grossesses et les maternités imposées, l'avortement ou les avortements, les ITSS, donc les infections transmises sexuellement, mais aussi des obstacles à la rupture, hein, qui sont engendrés par la situation finalement de coercition reproductive, les obstacles à la recherche d'aide et de grands impacts au niveau de la santé mentale. Alors, par exemple, Camilla A. Alexander, qui est affiliée à l'école de sciences infirmières de l'université Johns Hopkins aux États-Unis, rapporte avec ses collègues que les femmes qui ont subi de la coercition reproductive rapportent davantage de symptômes de dépression et de stress post-traumatique que celles qui n'ont pas subi ce genre de violence. Et on retrouve ces résultats dans d'autres recherches. Une dernière conséquence qui est à la fois quelque chose d'important à signaler, c'est que vivre de la coercition reproductive, ça nous oblige, ça oblige les personnes qui en sont la cible à résister. Elles vont mettre en place de l'énergie, du temps et des ressources de manière à résister autant que faire se peut à toutes ces stratégies qui sont dirigées vers elles. Et on sait, là, ça a été documenté, là encore, notamment par une doctorante en santé globale des populations qui est spécialiste des questions de genre et qui s'appelle Jessica E. Moulton, à Melbourne, en Australie. Elle a, avec des collègues, identifié différentes stratégies de résistance qui peuvent être cacher la contraception, la dissimuler, donc ne pas évoquer la prise de la contraception ou les rendez-vous en suivi de santé reproductive ou sexuelle, avoir recours à une ligature des trompes de manière discrète, etc., etc. Donc, il y a toutes sortes de stratégies de résistance qui sont mises en place. Ce que l'on sait moins, c'est, comme je le disais, les expériences au Québec et au Canada de coercition reproductive. On en connaît peu ou encore pas assez sur les expériences des personnes appartenant à des groupes minorisés ou marginalisés. Il y a parfois le risque qu'elles soient noyées au milieu d'autres données. Il reste également à explorer l'imbrication des stratégies et des tentatives d'alliance parfois entre plusieurs personnes qui vont exercer de la coercition reproductive. Et il reste également à explorer comment, en fait, les différents contextes conjugaux, familiaux, sociaux, communautaires peuvent moduler les différentes expériences. À partir de ça, j'ai essayé donc de développer une problématique qui s'intéresse. Excusez-moi, je vais ralentir un petit peu. Donc, c'est un phénomène ancien sous un terme nouveau. Hein. Ce n'est pas nouveau que les personnes qui peuvent devenir enceintes vivent des stratégies de contrôle de leur reproduction. C'est le terme coercition reproductive qui est assez nouveau. Il y a une pertinence scientifique dans le fait donc de documenter davantage ces dynamiques de violence, ces rapports de pouvoir. Il y a une pertinence sociale, hein, évidemment, une pertinence sociale et politique. Sociale parce que développer des connaissances sur la coercition reproductive, ça va nous permettre éventuellement de proposer des orientations pour faciliter les pratiques, pour améliorer les interventions ou la prévention auprès des personnes directement concernées. Et il y a une pertinence politique, hein, en tant que féministe, dans le fait de lever le voile sur une forme de violence encore peu connue, qui reste taboue, et qui mérite donc d'avoir tout
notre attention de manière à ce qu'on puisse lutter contre cette forme de violence. Alors, la question au centre de ma présentation est celle-ci. Quelles sont les stratégies utilisées par un ou une conjointe ou un ou une membre de la famille ou de la belle famille pour prendre le contrôle du potentiel reproductif d'une personne? Pour ce faire, je passerai rapidement sur le cadre conceptuel. J'ai comme base une épistémologie ou des épistémologies, devrais-je dire, et perspectives féministes, donc qui sont critiques des conditions de production des connaissances, qui sont critiques de la prétention à une neutralité absolue, à une objectivité qui viserait une forme de vérité. Et je m'inscris donc dans ces perspectives féministes qui souhaitent donner la parole à celles qui sont invisibilisées, de valoriser les savoirs et les pratiques féministes, de contribuer à la défense des droits et à plusieurs avancées politiques sur les violences basées sur le genre. Les documenter, les comprendre, mais aussi les dénoncer et lutter collectivement pour qu'elles cessent, comme je vous disais. Alors rapidement, je vous présente 3 repères conceptuels. Le premier est celui de l'appropriation sociale des corps, ou le contrôle social, on pourrait dire également. Je m'appuie ici sur les travaux de Colette Guillaumin, qui est sociologue féministe française et qui a écrit dans un texte en 1978 au sujet de l'expression concrète de l'appropriation, ce qui suit, je cite, « L'usage d'un groupe par un autre, sa transformation en instrument manipulé et utilisé aux fins d'accroître les biens du groupe dominant, ou même simplement, ce qui est le cas le plus fréquent, aux fins de rendre sa survie possible dans des conditions meilleures qu'il y parviendrait. » Donc on voit là l'aspect de l'exploitation que revêt l'appropriation du corps. Et elle ajoute, je cite, « Le corps individuel matériel des femmes appartient, dans ce qu'ils fabriquent, donc les enfants éventuellement, à un autre qu'elles-mêmes. » Donc l'idée d'appropriation, c'est vraiment de se dire qu'on prend le contrôle sur les corps d'un groupe social, ici les personnes qui peuvent devenir enceintes, majoritairement des femmes, et on va utiliser de la violence, de la menace pour exercer ce contrôle social, le contrôle de chaque individu, fait écho dans la sphère publique et privée, donc, à un moyen, nous disent des sociologues comme Jalna Atmer, à un moyen de maintenir la subordination dans la société. L'autre repère conceptuel est le potentiel reproductif ou reproducteur, qui est une expression que j'emprunte aux travaux de la sociologue féministe Maria de Koning, qui est professeure au département de médecine sociale et préventive de la faculté de médecine de l'Université Laval. Et au lendemain de l'affaire d'Aigle, elle écrit un article qui est publié en 1990 où elle souligne, je cite, « Comme au fil de leur vie, de la puberté à la ménopause, les expériences liées à leur capacité de reproduction les font dépendre des experts malgré l'apparition de moyens perçus a priori libérateurs. » Autrement dit, ce qu'elle nous dit, Marie de Konig, c'est que la reproduction se retrouve, ou la sphère reproductive se retrouve au cœur des rapports de genre et deviennent un terrain, si vous voulez, qui va être investi par des rapports de pouvoir. Et enfin, peut-être plus important dans le cadre de mes références, le contrôle coercitif, comme vous le savez pour la majorité d'entre vous, qui a été développé par le sociologue, travailleur social et expert à la Cour, l'américain Evan Stark, mais aussi par la britannique plus récemment Emma Katz, qui est spécialiste donc du contrôle coercitif et de ses effets sur les enfants, ou encore plus proche de nous, les travaux de Simon Lapierre et Isabelle Côté, chercheurs et chercheuses québécoises. Qu'est-ce que nous dit le contrôle coercitif? Rapidement, c'est de considérer ces violences non pas comme des incidents isolés, mais comme diverses stratégies manifestes ou plus cachées, qui vont finalement créer une sorte d'arsenal, si on veut, avec des effets cumulatifs. L'idée est de solidifier une cage invisible, nous dit Stark, autour de la personne qui est la cible du contrôle coercitif, de manière à ce que sa liberté ne puisse plus être exercée. C'est un crime, nous dit-il, de privation de liberté, où la personne agresseuse exerce, en tout cas elle le souhaite, sa toute-puissance aux fins de ses propres intérêts. Donc, ce que j'aimerais retenir ici, c'est qu'à l'image de la violence conjugale sous le prisme du contrôle coercitif, la coercition reproductive est à comprendre dans sa globalité
plutôt qu'à travers d'actes isolés ou d'incidents à la fois précis et évidents. Donc, la recommandation théorique, quelque part, c'est d'adopter une perspective globale plutôt que concentrée donc, sur des événements qu'on isolerait. Au niveau de la méthodologie par laquelle on est passé, donc j'avais dans le cadre de ma thèse différents critères d'inclusion que vous voyez ici. Alors, je cherchais à rencontrer des personnes pouvant devenir enceintes de 18 ans et plus, qui avaient vécu une forme de coercition reproductive intentionnelle et qui l'avaient vécu dans un contexte familial ou conjugal, hein, parce que ça peut être vécu dans d'autres contextes institutionnels, médicaux, etc. On a procédé au recrutement de mai 2021 à mars 2023, donc en partie pendant les pics de pandémie que nous avons connus, et nous sommes passés par différentes stratégies multiples dont je pourrais vous parler si ça vous intéresse un peu plus pendant la période de questions. Au niveau de l'éthique, évidemment, on allait chercher des certifications éthiques, de la formation, on avait des formulaires d'information et de consentement, et j'ai vraiment eu besoin d'intégrer une pratique réflexive pour moi, pour la recherche, etc., mais aussi parce que je voulais réfléchir davantage aux impacts possibles de cette recherche sur les femmes que je rencontrais, mais aussi sur les intervenantes qui les accompagnent, et aussi force est de constater que c'est une recherche qui a eu beaucoup d'impact sur moi aussi. J'ai été ébranlée, je suis passée par une grande gamme d'émotions tout le long de mon terrain et de l'analyse du terrain. Et j'ai accordé quand même une place importante pour préserver ma santé mentale. Au niveau de la collecte, donc c'est des entretiens semi-dirigés qui ont été enregistrés sur support audio numérique, comme on le fait souvent, avec un formulaire d'information sociodémographique complémentaire que les personnes étaient invitées à remplir. Et on leur distribuait également des ressources, liste de ressources que vous trouverez à la fin de ma présentation. Au niveau du traitement, eh bien, on a retranscrit complètement et anonymisé complètement nos verbatims. On a utilisé une analyse multiple. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais pour vous dire ça rapidement, une analyse multiple, donc, où on a regardé d'un point de vue transversal les thèmes et les situations convergentes ou divergentes à travers tous les récits que nous avons eus. Et nous avons également fait une analyse de chacune des trajectoires qui nous avaient été rapportées. Et on a, en tant que féministe et en tant aussi que chercheur en général, eu à cœur donc d'assurer un transfert de connaissances et de restitution des résultats, un petit peu comme je suis en train de le faire avec vous aujourd'hui. Au niveau des résultats, justement, qui sont les participantes? Alors, dans le cadre de la plus grande recherche, qui était dirigée par Sylvie Lévesque, nous avions rencontré nous avions gardé les entrevues de 33 personnes. Pour ma thèse, j'ai choisi 18 entrevues de ces 33-là, selon les critères d'inclusion dont j'ai parlé tantôt. Parmi ces participantes, donc, il y en avait la moitié qui étaient nées au Québec et l'autre moitié à l'étranger. Donc, 4 en Afrique, 3 étaient nés dans les Amériques hors Canada et 2 étaient nés en Asie du Sud. Au moment des entrevues, la majorité d'entre elles étaient citoyennes, quoique une femme était encore sans statut. Et j'apporte à votre attention le fait que plusieurs avaient, au moment où elles ont vécu de la coercition reproductive, plusieurs avaient une situation migratoire beaucoup plus précaire que celle qu'elles avaient au moment où je les ai rencontrées. La moitié d'entre elles, étaient blanches, 5 femmes étaient racisées, 4 femmes étaient noires, et parmi l'ensemble de ces femmes, 2 femmes s'identifiaient comme autochtones. Une certaine variété aussi au niveau des croyances religieuses. Je vous laisse voir là donc des personnes musulmanes, des personnes qui se disaient spirituelles, etc. La majorité s'exprimait en français. Elles étaient âgées entre 25 et 45 ans. Et au niveau des enfants, vous remarquerez que 5 n'avaient pas d'enfants, 7 avaient un enfant et 6 avaient 2 enfants ou plus. Au moment où elles ont vécu de la coercition reproductive, toutes les personnes s'identifiaient comme femmes. Au moment où elles ont rencontré, une personne s'identifiait comme non-binaire ou agenrée. Au niveau des orientations sexuelles, majoritairement des personnes hétérosexuelles, mais aussi 3 personnes bisexuelles, 2 personnes pansexuelles et une personne qui s'estimait en questionnement.
Au niveau des relations qu'elles ont rapportées, là encore, une certaine variabilité, hein, une certaine différence, puisque certaines faisaient part d'une relation de 1 an et d'autres des relations qui pouvaient aller jusqu'à 16 ans. 9 ont été mariés, 14 ont vécu avec le conjoint et 4 ont vécu avec la belle famille ou la famille lorsqu'elles étaient en couple. L'autre question qu'on peut se poser, c'est qui sont les personnes autrices dont elles ont parlé? Eh bien, on a 3 cas de figure. Premièrement, le conjoint est le seul à exercer de la coercition reproductive. C'est le cas pour 10 femmes. Deuxième cas de figure, le conjoint et simultanément la famille ou la belle famille ont exercé de la coercition reproductive. C'est arrivé pour 6 personnes rencontrées. Et troisième cas de figure, pour 2 femmes, eh bien, seule la famille et ou la belle famille ont exercé de la coercition reproductive. Dans les 16 situations où le conjoint était auteur, il y avait de la violence conjugale. Et donc, dans 8 situations, la famille ou la belle famille était impliquée d'une manière ou d'une autre. Je trouve que c'est intéressant de garder ça en tête parce que là où on pourrait croire qu'il y a vraiment des distinctions, eh bien là, on voit qu'il y a un chevauchement des contextes intimes et familiaux qui est possible. Alors, il y avait 2 objectifs principalement visés par les stratégies coercitives rapportées par les femmes qu'on a rencontrées. Donc, aucune n'a rapporté avoir vécu une stratégie qui visait à anéantir son potentiel reproductif, donc à la stériliser, à forcer une stérilisation. Par contre, elles étaient 15 à mentionner avoir vécu des stratégies qui visaient à exploiter leur potentiel reproductif par la pression à la maternité, l'imposition d'une grossesse à terme pour 11 d'entre elles et le sabotage des moyens contraceptifs pour 8 d'entre elles. Dans une moindre mesure, 7 ont mentionné avoir subi des stratégies qui visaient à limiter leur potentiel reproductif, soit en imposant une interruption de grossesse, parfois même en essayant de provoquer une fausse couche, et dans une situation en étant dissuadées à la procréation. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que dans toutes les formes de violence utilisées à des fins de coercition reproductive, eh bien, on retrouve de la violence physique, sexuelle, économique, verbale, psychologique, spirituelle et d'autres formes de contrôle. Alors, quand vous regardez finalement mon petit schéma, là, ce que j'ai essayé d'illustrer, c'est que la violence psychologique, la violence verbale, la violence spirituelle apparaissent comme le plus souvent utilisées à des fins de coercition reproductive. Donc, ce qu'on va voir, ce qui va apparaître le plus évident à repérer, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. Parce qu'en réalité, il y a toutes sortes d'autres stratégies violentes qui sont utilisées et qui vont contribuer, comme on l'a dit tout à l'heure, à refermer tranquillement la cage, à limiter la liberté reproductive de la personne qui l'a subie. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai essayé de me concentrer. En fait, évidemment, je vais parler aussi des stratégies plus manifestes, mais à la lumière de ce que nous apprend justement la théorie du contrôle coercitif, je me suis attachée à essayer de retracer les stratégies, 5 stratégies types à travers les comportements manifestes et les comportements plus cachés, invisibles, et de démontrer comment, en fait, c'est un ensemble, je disais tout à l'heure, un arsenal de stratégies qui sont utilisées à ces fins. Alors, premier ensemble de stratégies, séduire et promouvoir. Alors là, la famille ou le conjoint va quelque part profiter de la jeunesse de la femme qui est visée, de son manque d'expérience. Par exemple, l'une d'elles nous dit « J'étais jeune, donc pas beaucoup d'expérience dans la vie, dans les relations en général, donc j'étais facilement manipulable à cet âge-là. » D'autres vont nous dire qu'il y avait une union rapide. Se sont vite mis en ménage, ont vite vécu ensemble. Pour certaines, il y a eu des mariages arrangés qui ont créé donc une union assez rapide entre le moment où elles ont rencontré le partenaire et le moment où elles ont fait vie avec. D'autres vont nous parler aussi de lune de miel, de période de lune de miel, qui ont fait qu'elles ont cru que c'était une relation qui allait être exempte de violence. Ça fait partie des stratégies justement pour amadouer, si on veut. Alors, d'autres, conjoints ou membres de la famille, vont essayer de convaincre
la personne ciblée en faisant miroiter une relation renouvelée. Avec des enfants, tout va changer, ta vie va être plus agréable, la famille sera idéale, etc. Donc, une espèce d'image romantisée de la famille et du couple de manière à les convaincre de céder. D'autres, surtout au niveau de la famille d'ailleurs, vont inscrire ce potentiel reproductif à l'intérieur d'une filiation. Il y a des femmes qui m'ont mentionné, par exemple, que leurs parents avaient exercé une pression forte en mentionnant que si, en ayant des enfants, elles allaient contribuer quelque part au bâton de leur vieillesse, que ça allait les inscrire dans la lignée familiale dans laquelle les femmes avaient plusieurs enfants, que c'était ainsi allaient les choses, etc. Dans les stratégies de séduction, on trouve aussi l'apologie de la maternité. Alors là, par exemple, une femme nous dit, parmi les conseils de mariage, c'était genre, dans le mariage, sache que ce gros caractère va te desservir. Il faut être soumise, il faut être douce, il faut être docile et tout. Et surtout aussi, il faut que tu deviennes rapidement maman. Parce qu'être maman, ça adoucit les femmes. Une autre stratégie, un autre ensemble de stratégies vise à exploiter les vulnérabilités. Alors, des conjoints ou des membres de la famille qui vont profiter de la situation de pauvreté ou de dépendance économique, qui vont profiter de l'isolement des femmes, notamment quand elles sont immigrantes ou qu'il y a eu des déménagements à l'intérieur du Canada, et qui vont aussi exploiter les enfants en ceci qu'ils sont investis le plus souvent dans les discours des femmes que j'ai rencontrées comme leur maillon faible, ou leur maillon faible, c'est pas le bon terme, comme une préoccupation telle que les conjoints ou la famille peuvent utiliser les enfants comme levier de contrôle. Un autre exemple est celui qui se trouve donc justement par rapport à la pauvreté dans la citation que vous voyez à l'écran. Une des femmes que j'ai rencontrées dit « J'ai tellement plus d'argent à ce moment-là, puis j'ai tellement plus personne autour de moi, c'est ce qui me fait peur, c'est de le perdre. C'est comme ça que j'ai eu des enfants contre mon gré. » Troisième, ah non, pardon, toujours exploiter les vulnérabilités, donc le parcours migratoire et les conditions migratoires d'installation dans le pays, donc au Canada, peuvent être aussi des éléments qui vont être utilisés par les conjoints ou les familles. Par exemple, une femme nous rappelle que son conjoint qui lui souhaite lui imposer en fait un avortement, arrête pas de lui répéter qu'il a payé pour son immigration, qu'il a payé pour elle et que donc elle doit se soumettre à sa volonté. D'autres ont un statut précaire qui fait en sorte qu'elles n'ont pas accès à des services de santé reproductive et donc vont limiter leur capacité à exercer de l'autonomie. La dépendance administrative dont je parle ici, c'est ce qui concerne aussi les femmes qui ont été parrainées, par exemple, par des membres de la famille ou leurs conjoints. Une autre femme nous dit, elle est immigrante, que l'isolement et la perte de repères ont été aussi des vulnérabilités exploitées par le conjoint ou la famille. Elle nous dit, je pense que c'est le fait d'être immigrante qui a une influence, pas tant les origines et tout ça, mais la situation, comme je disais, d'être un peu en état de vulnérabilité, parce qu'on n'avait pas de réseaux sociaux. Troisième ensemble de stratégies que j'ai détaillé un peu plus ici, c'est surveiller et envahir. Alors, par exemple, le conjoint va essayer de retracer la période d'ovulation. Il va exiger que les portes restent ouvertes quand elle va à la toilette. Il va vérifier l'agenda, l'horaire, le travail, vérifier si elle a des rendez-vous médicaux. Il va se présenter aux rendez-vous médicaux éventuellement. Il va aussi essayer de limiter les sorties ou de s'en informer en détail. Alors, une participante dit, juste avant que je tombe enceinte, il me demandait sur le calendrier, il m'a posé la question pour me dire, c'est quand ta journée d'ovulation? De suivre mes jours vraiment sur le calendrier. Des cas rapportés dans les contextes familiaux, comme ceci, contrôler la chaîne de reproduction. Donc, j'ai dit ça comme ça parce que on a, par exemple, une femme qui raconte que une membre de sa belle famille va vérifier le lit conjugal sur une base régulière pour s'assurer de savoir si oui ou non elle est menstruée et donc si oui ou non elle a produit un enfant. D'autres vont superviser les visites. Il y a même un système de sentinelle qui va être mis en place dans certains contextes familiaux, ce que j'appelle un système de sentinelle.
c'est en lien avec ce que des femmes m'ont rapporté, à l'effet qu'elles se sentent surveillées par tous et toutes au sein de leur famille et de l'entourage familial, dans la mesure où les tantes, les cousines, les parents, les beaux-parents vont s'informer sur une base régulière de là où elle est rendue dans sa trajectoire contraceptive. Donc, un peu comme je disais tout à l'heure, si on isole ces événements, peut-être qu'on peut tomber dans le risque de banaliser. Or, ne soyons pas naïves et naïfs, c'est vraiment le cumul de ces stratégies-là et le contexte qu'il faut prendre en considération. Je vous donne un exemple. Isolé du contexte, une personne qui vide la poubelle des toilettes ne peut pas lui reprocher grand-chose. En sachant qu'elle vide la poubelle des toilettes pour vérifier la période de menstruation, pour ensuite calculer la période d'ovulation et éventuellement provoquer des rapports sexuels ou imposer des rapports sexuels, là, on est dans une dynamique différente. On est dans une dynamique de coercition reproductive. Quatrième ensemble de stratégies qui vont viser saboter et piéger. Donc, jeter, cacher les contraceptifs, les percer, les détériorer. D'autres vont faire du furtivage. Donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, prétendre mettre un préservatif ou mettre un préservatif et le retirer à l'insu de la partenaire dans le but qu'elle devienne enceinte. D'autres vont violer leur partenaire. D'autres vont mentir, dire par exemple qu'ils sont infertiles, qu'ils ont eu une vasectomie, qu'il n'y a pas de risque pour elles, qu'ils préfèrent avoir des rapports sexuels sans préservatif. Et les femmes ne se rendent compte par la suite, notamment en devenant enceintes, qu'il y a eu mensonge, qu'il y a eu leurre et qu'il y a eu une stratégie vraiment qui visait à les piéger pour qu'elles deviennent enceintes à leur insu. D'autres encore vont critiquer ou faire douter. Ça, on le voit à la fois dans le contexte familial et dans le contexte conjugal. Par exemple, une participante nous dit « J'avais plus accès à la contraception, il m'interdisait sous prétexte que si je prends des contraceptifs, ce sera pas très bon pour la reproduction du lait pour le bébé. Il fallait pas prendre des pilules ou allaiter en même temps. Et il refuse de mettre des condoms. » Donc, ça arrivé plus souvent qu'autrement, des stratégies donc basées sur des fausses informations qui visent à faire douter des choix, douter des moyens de contraception utilisés par la personne ciblée par ces stratégies coercitives. Cinquième ensemble de stratégies qui visent à menacer et à assaillir. Alors là, c'est des stratégies qui visent à conserver le monopole des ressources, ce qu'on retrouve dans un contexte de violence conjugale en général. Ériger et changer les règles. Par exemple, un conjoint a exercé de la coercition reproductive pour forcer sa partenaire à devenir enceinte. Décide qu'elle n'aura plus de moyens de contraception, utilise la violence sexuelle, etc. Elle devient enceinte et pour différentes raisons, il change d'avis et il change les règles. Et là, alors qu'au début, il exerçait de la coercition reproductive pour la forcer à devenir enceinte, pendant sa grossesse, parce qu'il a changé d'avis et de stratégie pour défendre ses propres intérêts, il va lui imposer un avortement. Et il va la menacer dans la première partie de la situation et la deuxième partie de la situation de conséquences graves si elle ne plie pas devant sa volonté. D'autres vont mettre en scène leur force, crier dans la maison. Par exemple, cette participante qui nous dit « il sacrait, il frappait des murs, il ne le faisait pas envers moi, je vivais toute cette violence-là pareil. » Alors là encore, c'est par exemple de s'énerver quand il est question de discuter en couple ou en famille de la trajectoire contraceptive ou des choix reproductifs. Et pour signifier une conséquence possible, non pas exercer de la violence physique directement sur la femme, mais utiliser des objets, les jeter contre les murs, taper contre les tables, faire preuve en fait d'une capacité à passer à l'acte, une capacité à faire preuve de violence physique, éventuellement si elle continue de s'opposer. Et dans le même ordre d'idée, plusieurs conjoints, familles vont rappeler les conséquences possibles à une résistance. Alors, il y a des participantes qui nous disent, par exemple, avoir été menacées d'être quittées,
avoir été menacées de perdre leur héritage de la part de la famille si elles ne se soumettaient pas à la volonté familiale, ont été menacées d'être mises à la porte, menacées que le conjoint prenne une autre femme ou devienne infidèle, etc., etc. D'autres, pour menacer et assaillir, ce que j'appelle assaillir, c'est vraiment là, plus qu'envahir, c'est remonter ses manches pour vraiment prendre le contrôle du narratif même et le contrôle de la situation reproductive. Par exemple, la mise en scène de réalités alternatives. Alors, ce que j'entends par réalité alternative, il y a des conjoints ou des membres de la famille qui ont fait usage de, comment je pourrais dire, de double face. Hein. Donc, à la femme de dire, nous respectons ton choix, vas-y à ton rythme, etc. Et à côté de ça, user de toutes sortes de stratégies justement pour les contraindre tout de même. Et donc, comme je dis, dans ces stratégies, il y a la mise en scène des réalités alternatives. Je pense à une situation où un conjoint qui était violent s'est rendu sur un lieu de prestation de services en santé reproductive, notamment pour la prestation d'avortement, et s'est mis en scène à pleurer, à expliquer toutes sortes d'affaires, de manière à limiter, là encore, hein, l'usage des services. D'autres vont menacer de contribuer à une mauvaise réputation. Qu'est-ce que les gens vont penser si tu avortes? Qu'est-ce que les gens vont penser si tu as encore un enfant? Qu'est-ce que les gens vont penser? Bon, vous comprenez? D'autres vont partager de mauvais présages. Il y a eu des situations, par exemple, où les femmes se faisaient dire qu'elles étaient possédées, qu'elles avaient dû faire quelque chose de mal et que c'était leur punition quelque part, donc de la violence spirituelle, violence religieuse. Et d'autres encore ont été littéralement menacées de mort, soit féminicide, donc elles directement, homicide de leur nouveau conjoint, ou encore infanticide de leurs enfants. Donc les menaces étaient également utilisées à des fins de coercition reproductive. Une participante nous dit, il y a eu des menaces de mort, je vais te tuer, tu portes mon enfant, c'est pas vrai que tu vas avoir une relation avec un autre. Je vais te tuer, puis je vais tuer mon enfant s'il faut, mais t'es à moi. Donc tout à l'heure, je parlais des éléments fragilisants hein, par rapport aux enfants, justement. Eh bien, il est certain que dans un contexte de coercition reproductive et de violence conjugale où une femme peut être menacée de féminicide ou d'infanticide, ça va limiter sa marge de manœuvre dans une certaine mesure, en tout cas contribuer encore une fois à solidifier les barreaux de la cage dont il était question tantôt. D'autres vont réquisitionner, s'approprier. Une femme nous dit, j'avais l'impression de ne pas m'appartenir. Mon utérus était tombé dans le domaine public. C'est une situation de coercition reproductive en contexte familial. D'autres personnes assaillantes vont faire alliance. Donc, des conjoints font alliance avec leur propre mère pour exercer de la coercition reproductive à l'endroit de la femme. D'autres vont dénigrer, négliger, culpabiliser, comme je le disais tout à l'heure, utiliser la force, harceler aussi. Hein. Une femme nous dit, par exemple, il m'appelait au milieu de la nuit, les matins, tous les jours, on va se voir. Et le sujet, c'était avorter, s'il te plaît, avorter, avorter, avorter. Donc là, il y a l'aspect cumulatif dans le harcèlement. Dans les conséquences qu'elles ont rapportées, eh bien évidemment, il y avait une forme de liberté qui était brimée, liberté de mouvement aussi. Les femmes immigrantes que j'ai rencontrées, par exemple, mentionnent que pour elles, c'est plus compliqué de rentrer dans leur pays d'origine, entre autres parce qu'elles redoutent de continuer à vivre de la coercition reproductive. D'autres vont parler d'intégrité qui a été abîmée, donc intégrité physique, intégrité du corps, mais aussi intégrité de l'esprit. La santé qui est affectée, certaines ont contracté, une en particulier, je pense à une en particulier, a contracté une maladie une infection sexuellement transmissible. D'autres ont vécu beaucoup d'avortements malgré elles, à répétition, parce qu'elles ont vécu des tentatives, des stratégies de coercition reproductive. Et d'autres encore ont vu leur identité se fragiliser, notamment les femmes bisexuelles qui ont partagé là vraiment des enjeux au niveau identitaire
qui avaient été ébranlés par ces situations de coercition reproductive. Alors, je vous donne 2 citations ici. Une première, donc, qui nous dit, qui est assez éloquente: «Il s'est servi de moi comme outil pour lui apporter un enfant. Il s'est servi de mon corps. Il s'est servi de moi pour ses propres fins à lui.» Et une autre qui nous dit: «J'avais l'impression de nager à la surface, puis d'essayer tout le temps d'atteindre une bouée de secours pour me sortir. J'étais constamment en train de réfléchir. J'étais sur l'hypervigilance, tout le temps, à peser le pour et le contre.» Et cette hypervigilance-là, elle existe notamment pendant les rapports sexuels, où il y a toujours la peur de devenir enceinte, la peur qu'il y ait du sabotage, etc. Au niveau de la famille ou de la belle famille, l'hypervigilance, elle est à l'effet de, je vais le dire dans mes propres mots, est-ce que je vais être coincée dans un dîner, coincée dans une fête familiale, coincée dans un rassemblement communautaire, où là encore, on va, plusieurs personnes, m'assaillir de stratégies de coercion reproductive, d'interrogatoire. Hein. T'en es où? Pourquoi? Combien t'as de garçons? Combien tu veux d'enfants? Dans combien de temps tu vas les faire? Bon, etc., etc. Elles vont vivre également avec la peur des représailles. Elles vont résister. Toutes les femmes que j'ai rencontrées ont résisté d'une manière ou d'une autre. Et elles sont tout le temps menacées, hein, c'est une des conséquences, d'être en rupture dans le couple, d'être en rupture dans les relations familiales et la filiation. Tu ne seras pas la première à ne pas avoir d'enfants dans notre famille. Tu dois faire comme ta cousine, tu dois faire comme les femmes de notre communauté, tu dois faire comme Brigitte, bon, etc. Sans quoi, tu n'appartiens plus au groupe famille. Il y a vraiment une menace comme ça qui a été intériorisée à l'effet de est-ce que si je continue à faire valoir mon droit à l'autonomie reproductive, est-ce que je vais être mis au banc de la famille finalement? Et cet élément-là, donc de rupture, a été aussi rapporté au niveau de l'appartenance à des groupes ethnoculturels, je veux dire ça largement, où elles peuvent se faire dire tu n'es pas une vraie ceci, je ne veux pas identifier un groupe en particulier, tu n'es pas une vraie ceci, sans quoi tu aurais déjà 3 enfants à 30 ans. Donc, si tu ne le fais pas, c'est alors que tu n'appartiens pas donc à notre groupe. Quelque chose de cet ordre-là. Une participante nous dit, c'est tout le temps ça. Si tu fais pas d'enfant et tout, il va prendre une deuxième femme. Hein, donc ça, c'est sur les menaces de rupture. Ou sa mère va lui faire prendre une deuxième femme pour que celle-ci fasse un enfant. Parce que ça voudrait dire que toi, tu ne peux pas faire d'enfant. Donc il faut bien que elle, qu'il y ait là une descendance. Si tu peux pas assurer, bah, quelqu'un d'autre va lui assurer cette descendance. Alors, pour conclure, j'aimerais inciter sur différents constats. Bah, le premier, c'est que vraiment, l'idée théorique d'un arsenal, ça a été validé d'un point de vue empirique. Ça n'est jamais un seul comportement isolé. Il y a quelque chose de l'ordre de la fréquence, de l'intensité, de la micro-régulation, comme le dit la littérature, qui vient vraiment là contribuer à miner le terrain reproductif et à limiter la liberté. Une autre chose qui est à constater quand même, c'est que dans les personnes qui agissent la coercition reproductive dans le contexte familial, eh bien, force est de constater que les belles-mères arrivent en tête de peloton. Les belles-mères, mais aussi les autres femmes, parfois les mères, mais davantage les belles-mères. C'est davantage dans la belle famille que la pression se fait sentir. Parfois, comme je l'ai dit, il y a aussi la famille qui va participer. Mais donc, ce qu'on remarque, c'est que dans le contexte conjugal, ce sont les hommes, et dans le contexte familial, eh bien, beaucoup de femmes, en fait, vont contribuer, voire même parfois convaincre le conjoint d'exercer de la coercition reproductive. Ce qu'on voit également à la lumière des résultats, c'est que ça n'a pas toujours été évident pour les victimes, les participantes qui ont subi ces stratégies, d'identifier qu'il y avait là violence. Elles n'avaient pas les mots, elles n'avaient pas les référents, elles n'étaient pas forcément validées dans leur impression, et plusieurs ont culpabilisé. Ce qui m'a étonnée aussi, et j'aimerais le partager comme un constat, étonné, c'est pas le bon terme, ce qui m'a interpellée, et c'est un constat aussi, c'est le tabou qui entoure les victimes de coercition reproductive.
Certainement, une hypothèse, certainement parce qu'il y a de la violence sexuelle qui est impliquée notamment entre conjoints. Et aussi, je crois, parce que lorsqu'elles ont des enfants qui leur ont été imposés et qu'elles aiment, elles peuvent éprouver une certaine ambivalence à l'effet de rapporter, de raconter à une chercheuse comme moi ou comme les personnes de mon équipe qu'elles ont eu des enfants malgré elles, mais qu'elles les aiment quand même. Donc, je pense qu'il y a un tabou ici à soulever. Finalement, à la lumière de ces résultats, et encouragée aussi par les travaux de Stark sur ces questions-là, je propose une métaphore là qui voit donc le potentiel reproductif vraiment comme une ressource où la personne qui a ce potentiel reproductif est complètement mise de côté. Et cette ressource, elle doit être exploitée, limitée, anéantie, vraiment pour les avantages et les intérêts d'une autre personne. On voit vraiment des campagnes coercitives qui vont reposer en fait sur une idéologie de l'appropriation, comme je le disais, un système de surveillance, le fameux arsenal de stratégies de contrôle et de coercition, et ma foi, une véritable propagande, donc une forme de communication qui est à la fois tendancieuse, persuasive, et qui vise vraiment à influencer les opinions, les attitudes, les émotions d'une personne et à promouvoir donc une idée dans le but de vraiment générer un comportement. Donc c'est vraiment ça, il y a vraiment une propagande. Il y a des femmes d'ailleurs qui ont dit qu'elles étaient brainwashées, donc elles avaient vécu un lavage de cerveau, et que cette propagande conjugale, familiale et quelque part sociale avait contribué à cette fameuse cage dans laquelle elles sont enfermées malgré elles et la limitation de leur potentiel reproductif. Pour conclure, je voudrais partager quelques pistes pour la recherche. Donc, continuer d'explorer les modulations de la coercition reproductive, là, à une échelle qui dépasse seulement conjugale et familiale. Donc, aller voir au niveau institutionnel, au niveau culturel, au niveau social plus largement. Approfondir encore les connaissances sur les stratégies de résistance qui vont être utilisées par les femmes quand elles vivent de la coercition dans ces contextes. Continuer d'explorer la manière dont les représentations sociales et les représentations sociales, les conditions matérielles et symboliques d'expérience vont influencer ces expériences-là. Pour les pratiques, eh bien, une piste serait de former davantage les professionnels au repérage des situations marquées par de la coercition reproductive, en prenant donc en compte le contexte dans son intégralité, sans isoler les comportements et en s'intéressant aux effets de peur et à l'intention, comme je l'ai mentionné en introduction. Une autre piste pour les pratiques serait de développer des outils de sensibilisation et d'intervention qui sont culturellement sensibles. Et quand je dis culturellement sensibles, de toutes les cultures possibles, j'entends ici, et éventuellement, comme on l'a fait par rapport à la violence conjugale ou à la violence dans l'espace public, penser à des formations sur l'autodéfense pour les personnes visées, susceptibles d'être visées en matière de coercition reproductive. Il y aurait là quelque chose d'intéressant à évaluer. Alors, je vous laisse voir si ça vous intéresse les ressources telles qu'elles avaient été distribuées dans le cadre de la recherche qu'on a menée donc au laboratoire sur la santé reproductive et les violences. Elles sont ici en français, elles sont aussi en anglais. Et je partage avec vous également mes contacts. Je suis tout à fait ouverte à échanger après le webinaire et à entendre vos questions évidemment et vos commentaires. Je partage également la liste des références qui ont été utilisées dans le cadre de la préparation de cette présentation. Et je tiens à m'excuser auprès des interprètes. J'ai essayé de ralentir. Force est de constater que j'ai pas été très bonne et j'en suis profondément navrée. Donc, je voudrais m'excuser auprès des interprètes et remercier à nouveau toutes les participants et les participantes pour votre écoute et votre présence aujourd'hui. Et je suis tout à fait disposée à présent à échanger avec vous. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je me sens très privilégiée. Merci.
Un gros merci, Carole, pour ta présentation très riche et informative. On a plusieurs questions qui sont dans la boîte de questions-réponses. Je vais me joindre à ma collègue Margarita qui va faciliter avec moi ce question-réponse. J'ai une première question qui est avec plusieurs questions. Fait que je vais essayer de poser ça de la bonne manière. Les deux premières, c'est plus des questions de clarification. Certains participantes voulaient savoir, est-ce que quand tu parlais des belles familles, est-ce que c'était la belle famille uniquement ou ça prenait aussi en compte la famille de la femme? Merci pour la question. C'est une bonne question. En fait, ça prend en compte l'entourage familial. Donc, famille et belle famille. Cela étant, c'est compliqué parce que c'est pas une étude quantitative, hein, donc je peux pas faire des grandes déclarations sur la proportion, etc. Ce que moi je remarque à partir des 18 témoignages qui ont été analysés, c'est la belle famille est très active. La belle famille est très active, mais il arrive que la famille embarque. Mais dans la majorité des situations, j'essaie de me souvenir, je pense à part une, la belle famille, sous réserve, il faudrait que j'aille vérifier, mais à part une, la belle famille est toujours impliquée d'une manière ou d'une autre à un moment donné sur la coercition reproductive. Et comme je le disais, et ça me questionne en tant que féministe, mais c'est ça la réalité. Comme je le disais, majoritairement, pas seulement, mais majoritairement utilisée par des femmes de la belle famille. Merci, Carole. Je pense que c'était important d'amener cette clarification. Et il y avait une autre question de clarification qui était en lien avec la sélection des participants. Comment est-ce que vous avez sélectionné les participants? On a des personnes, ça leur intéresse la méthodologie. Alors moi, j'adore la métho, j'adore la méthodologie, je pourrais en parler pendant des heures, j'ai enseigné la méthodologie, j'adore ça. Alors, les critères d'inclusion, donc en fait, c'est ça. Hein. Faut pas oublier que donc ma recherche doctorale, elle s'insère. Oh, je vais parler plus lentement, excusez-moi. Je m'excuse auprès des interprètes et après, je me remets à parler vite. Je suis désolée. Donc, ce que je disais, c'est que cette petite recherche doctorale, elle s'insère dans un projet de recherche plus vaste, dirigé par Sylvie Lévesque. Et donc, nous, nos critères d'inclusion étaient les suivants. Être une personne qui peut devenir enceinte, avoir 18 ans et plus, avoir vécu une forme de coercition reproductive. Dans la recherche en général, ce n'était pas précisé l'aspect intentionnel. Moi, ça, c'est un de mes critères à moi, l'aspect intentionnel. C'était vivre au Québec ou en Ontario, qui était un autre critère. Et enfin, s'exprimer en français ou en anglais. Merci Carole d'avoir amené les critères d'inclusion là, pour la participation à la recherche. Une dernière question avant de laisser la parole à Margarita. Euh, Et c'est une question qui nous vient directement de France, hein. Merci Fatima pour ta question. Les violences sexuelles sont difficilement avouables du côté des victimes de violences. De quelle façon on peut accompagner ces femmes pour dénormaliser ces violences? La psychoéducation, la formation des professionnels, on aimerait t'entendre sur ça. Bon, bah, c'est une large question. Je ne prendrai pas la responsabilité de vous donner des pistes au-delà de. Donc, je ne suis pas une experte. En tout cas, je dis ça avec. Je préfère annoncer des réserves et une petite prudence à la réponse que je vais donner. En fait, parce que c'est une question assez complexe. Euh, Comment je pourrais dire ça simplement? Bah, premièrement, les groupes féministes hein, qui ont été tout à fait importants dans le soutien apporté aux victimes d'agressions à caractère sexuel, alors, en tout cas au Québec, je pense que c'est pareil en France, ont mis en place donc des ressources déjà complémentaires, donc à la fois du soutien individuel et du soutien en intervention de groupe. J'insiste un peu sur l'intervention de groupe, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, mais aussi parce que l'intervention de groupe permet de se conscientiser à l'effet que ce qu'on a vécu n'est pas rare, n'est pas le propre de notre seule personne, et au contraire, en fait, qu'il y a plusieurs autres personnes qui l'ont vécu. Donc ça, déjà, je pense que c'est une des premières pierres angulaires à rappeler à toute personne, en fait, pas seulement les victimes qu'on aurait identifiées, mais à toute personne, c'est que malheureusement, la violence sexuelle, la violence entre partenaires intimes, la coercition reproductive est une réalité qui va être vécue par plusieurs d'entre nous. Donc déjà, juste de garder, première chose, ça en tête. Deuxième chose,
je pourrais vous partager dans le laboratoire de Sylvie Lévesque, là, il y a des outils qui ont été proposés justement à l'adresse des intervenants, pas forcément en agression à caractère sexuel en particulier, mais des intervenants en général. Et il est tout à fait important, en fait, de laisser de la place à la femme à son rythme pour qu'elle explique ce qu'elle a vécu, à la femme ou à la personne, devrais-je dire, ce qu'elle a vécu, valider. Et moi, je crois que fonctionner justement par des exemples, c'est un peu l'intérêt, je crois, de cette recherche-là, c'est de dire, mais c'est pas juste, encore une fois, je donnais l'exemple de la poubelle, c'est pas juste vider la poubelle, c'est pas ça. C'est pourquoi est-ce que la personne vide la poubelle? Est-ce qu'il y a une information qui va être cherchée? Donc, c'est de décortiquer. Moi, je crois qu'il faut décortiquer, démystifier, comme on l'a fait avec la violence conjugale, comme on le fait d'ailleurs avec la violence sexuelle. Donc, de démystifier, de rappeler que la responsabilité, c'est celle des agresseurs, que les impacts sont loin d'être petits. De rappeler aussi, encore une fois, que cette violence-là, elle n'est pas seulement visible. Elle n'est pas seulement en violence, en agression à caractère sexuel. D'ailleurs, on le voit, comment il y a le fameux adage de Nicole Claude Mathieu qui va dire quand céder n'est pas consentir. Comment est-ce que, contrairement à l'image qu'on peut avoir du viol en général, eh bien, il y a des agressions à caractère sexuel qui vont se produire suite à une campagne psychologique de manipulation, de pression, etc., etc. Donc, c'est vraiment, je m'excuse, c'est une réponse complexe, mais à une question complexe. Donc, premièrement, je dirais s'inspirer des pratiques féministes individuelles et collectives de conscientisation, de collectivisation des vécus, valider les personnes qui partagent des vécus d'agression, trouver des métaphores, des exemples contextualisés pour expliciter les différentes manières dont ça peut se produire, responsabiliser toujours les auteurs, jamais les victimes, et évidemment faire preuve de solidarité et faire en sorte, autant que faire se peut, qu'on puisse avoir des espaces sécuritaires où l'aborder. Je vous dirais ça. Et une dernière chose aussi, c'est vraiment puis c'est ce que je dis aussi dans mes recommandations, il y a des groupes minorisés. À l'intérieur de ces groupes-là, il y a une variété de trajectoires, de parcours, etc. Donc, c'est vraiment important. C'est toute la difficulté de l'intervention sociale ou de la recherche aussi. Comment est-ce qu'on pense des groupes sociaux comme groupe dans un rapport de force et en même temps, comment est-ce qu'on reconnaît qu'à l'intérieur même de ces groupes-là, il y a des rapports de force également et que ce ne sont pas des groupes homogènes. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, Carole, pour cette réponse. Je vais laisser la parole à Margarita pour la prochaine question. Et ça va être en anglais. Merci, Sabri. So the next question is, Donc, la prochaine question, y a-t-il des mesures législatives visant à protéger des femmes des violences financières? Je vais répondre en français, vu que c'est ma langue maternelle. Je pourrais pas je pourrais pas répondre sur les conditions législatives au niveau de la violence financière, c'est ça? Oui. yes. Honnêtement, je ne suis pas experte de la question. Je serais très mal avisée de vous répondre. Mais c'est une question assez pertinente, ma foi, et très contextualisée, dépendamment de l'endroit où la personne se situe, la personne qui a posé la question. Mais c'est une bonne question à poser, d'ailleurs. Je vous disais tout à l'heure qu'en tant que féministe, je reconnaissais les savoirs féministes et les pratiques féministes et les connaissances produites dans les groupes. Donc, c'est une bonne question à poser, par exemple, à des groupes de défense de droit en matière de violence à caractère sexuel ou de violence conjugale ou entre partenaires intimes. Je pense qu'elle serait plus avisée que moi de pouvoir répondre à la question. Merci, Carole. Ok. On a une question ici qui est, êtes-vous en mesure de parler du lien entre la contrainte reproductive et l'adoption forcée? Pas nécessairement dans le cadre de votre recherche, mais plus généralement. En outre, avez-vous rencontré des publications qui établissaient un lien avec les formes de coercition liées à la traite des êtres humains, à des fins de procréation forcée, par exemple? Merci pour cette présentation très intéressante de la part de la personne qui te pose la question. Bah oui, je vois, Paola. Merci, Paola, pour votre question. Je pense qu'elle est tout à fait pertinente dans le sens où vous suggérez des liens qui sont sûrement très porteurs, que j'ai pas du tout, malheureusement. En fait, vous me faites parler de toutes les limites de ma recherche, qui est une bonne chose, que j'ai pas du tout exploré. Par contre, je sais qu'il y a des éléments
qu'on pourrait trouver dans la littérature sur différentes choses qui vont peut-être rejoindre un peu les intérêts que vous soulevez dans votre question. Par exemple, justement, dans les situations d'exploitation sexuelle, il y a des recherches qui s'intéressent aux éléments de coercition reproductive versus l'exploitation sexuelle. Je crois savoir qu'il y a des recherches aussi qui s'intéressent aux, aux clauses dans les contrats, notamment je dis ça là de mémoire, des travailleurs migrants temporaires, par exemple, et où il est demandé explicitement que les femmes ne deviennent pas enceintes. Donc ça, c'est une forme aussi de coercition reproductive un petit peu éloignée des milieux proximaux, mais qui s'intéresse quand même, je n'irai pas jusqu'à dire une traite là dans ce cas-là, mais qui s'intéresse en tout cas à des effets de rapports internationaux aussi entre les pays du Nord et les pays du Sud, par exemple. Et sur l'adoption forcée, non, mais franchement, Paola, vous soulevez une bonne question. Je ne pourrais pas vous répondre, mais je suis à peu près sûre que vous allez pouvoir trouver des choses à ce sujet-là. Je vous invite à m'écrire si vous voulez qu'on échange un peu plus là-dessus. Thank you, Carol. I will ask you another question. Merci, Carole. Je vais vous poser une autre question en anglais. Quels sont les obstacles pour dépister la reproduction coercitive? Est-ce qu'il y a des stratégies d'évaluation de risque? Pouvez-vous me traduire pour être sûr, là, risk assessment, c'est est-ce qu'il y aurait des risques En à fait, prendre en considération, c'est ça, pour en fait, en fait, la question, c'est quoi les obstacles qui existent pour la détection de la coercition reproductive pour les victimes et pour les professionnels? Puis, est-ce qu'il existe comme un modèle d'évaluation du risque en ce sens? Alors, d'évaluation du risque, je pourrais pas vous répondre. Moi, je fais du qualitatif, hein. Donc, l'évaluation du risque, souvent, c'est des enquêtes quantitatives plutôt qui vont nous permettre d'avoir des critères, etc. Je vais envoyer à Sabri quelques ressources qui ont été produites par l'équipe dirigée par Sylvie Lévesque à notre laboratoire qui pourraient peut-être vous aider comme ça à avoir quelques idées. Ce que je peux dire, et là c'est de mémoire, c'est pas en lien direct avec ma tête, ce que je peux dire, c'est que le fait par exemple, une femme qui vient chercher à plusieurs reprises la pilule du lendemain, qui a recours à plusieurs reprises à des avortements qui restent un droit fondamental, hein, entendons-nous bien là, etc. Ça serait peut-être si elle est toute seule et que vous sentez qu'il y a une ouverture, etc., ça serait peut-être éventuellement de lui demander les conditions, ses conditions relationnelles. Est-ce qu'elle a l'impression qu'elle a du choix? Est-ce qu'elle a l'impression qu'elle a les ressources dont elle dispose pour exercer, hein, cette fameuse autonomie reproductive? Et je crois encore une fois que ce qui est vraiment important, c'est aussi d'informer, de ne pas prendre pour acquis qu'on a toutes accès à la même information. De ne pas prendre pour acquis qu'on a toute conscience de nos droits et du fait qu'on est en légitimité de les exercer. Et autant que faire se peut, d'ouvrir des portes, un peu comme on le fait, encore une fois, quand on veut repérer la violence conjugale, d'ouvrir des portes, donc d'y aller avec des questions ouvertes, de suggérer des interprétations, etc. Toujours, évidemment, en respectant le rythme et en respectant là où la personne est rendue. Cela étant, c'est pas ma spécialité. Alors, je vais envoyer à Sabri quelques documents là en anglais et en français, je pense en plus ils sont traduits, qui ont été produits dans le cadre du laboratoire dont je fais partie et qui sont fort intéressants, je crois, pour aborder ces questions-là. Merci, Carole. On a une question aussi qui est en lien avec les résultats que tu as abordés. Vous avez indiqué que de nombreux participants ont subi une coercition reproductive associée à des normes, des croyances culturelles. Avez-vous des suggestions sur la manière d'aborder les conversations sur la coercition reproductive d'une manière culturellement sûre et respectueuse? Déjà, est-ce que la personne a accès aux informations dans sa langue maternelle? Ça, c'est une bonne première question. Et au-delà de la langue, est-ce que le contexte culturel est pris en considération? Donc là, il y a possiblement, on peut travailler avec des interprètes médiateurs culturels à cet effet-là. Je pense que c'est important aussi dans des sociétés et je vais dire ça avec beaucoup, qui se disent laïques, de laisser de la place aux faits religieux, parce qu'en fait, ça prend aussi de l'importance dans les trajectoires des femmes qui
ont une pratique ou des croyances, peu importe, dans la mesure où des femmes, par exemple, m'ont dit qu'elles avaient reçu des remèdes traditionnels non sollicités à plusieurs reprises et qu'elles le vivaient très mal parce que c'est comme si elles devaient être réparées alors que elles n'avaient pas d'enfants à ce moment-là parce que c'était leur choix, elles n'étaient pas à être réparées. Donc ça, c'est des éléments culturels. Comme je vous disais, il y en a d'autres, une en particulier à laquelle je pense, qui s'est fait dire qu'elle était possédée, qu'elle était maudite. Donc, là encore, si on n'adresse pas le fait religieux, si on n'adresse pas toutes les dimensions spirituelles quand on rencontre des femmes, par exemple en intervention, eh bien c'est possible qu'on passe à côté d'un ensemble de stratégies de coercition reproductive qui sont assez importants et qui questionnent en fait les femmes aussi quand elles vivent la coercition reproductive. Elles sont parfois confuses par rapport aux injonctions de leur entourage qui va mobiliser par exemple des éléments religieux et leur propre investissement spirituel, par exemple. Donc, ça, je pense que vraiment, c'est des choses qu'il faut considérer. Donc, la langue, la culture, la religion, et donner accès aussi à des choses écrites dans différentes langues, pas seulement le français et l'anglais. Et encore une fois, comme dans n'importe quelle intervention, on ne peut pas être experte de toutes les cultures et se renseigner en amont pour comprendre en fait quelles sont les conditions, par exemple. Est-ce que dans le pays d'origine, on a le droit d'avorter? Est-ce qu'il y a des services d'avortement? Et est-ce que dans le pays d'origine, c'est bien vu la contraception ou au contraire, c'est vu comme un affront? Donc tout ça, c'est des éléments culturels qui vont nous permettre en fait de se décentrer, de ne pas penser qu'on est universel, premièrement, et de essayer avec la personne qu'on accompagne de voir quel est le contexte dans sa globalité, donc familiale, communautaire, conjugale, mais aussi, encore une fois, structurelle. Et voir en fait, voilà, on parle des effets du racisme, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, les effets du racisme, les effets du colonialisme, etc. Des choses qu'il faut considérer absolument, parce que ce qui se passe dans la sphère privée, évidemment, a des ramifications au niveau politique, social, historique, et on n'est pas sans savoir, on l'a dit d'ailleurs tantôt avec la reconnaissance des territoires, qu'il y a des rapports encore aujourd'hui coloniaux et racistes très forts qui viennent influencer la vie des femmes, en fait. Merci beaucoup, Carole, pour cette réponse complète. On va on va terminer avec une dernière question euh, qui est plus en lien avec le côté comment on peut dissimuler. Est-ce que tu pourrais identifier des moyens spécifiques par lesquels la coercition reproductive, elle peut être dissimulée dans une relation? Tu l'as un peu abordé, mais si tu pourrais aller un peu plus loin. Euh, Dissimuler aux yeux de qui? Aux yeux de la personne qui l'a subi ou de l'entourage? De Des deux? ouais, des deux. Comme je disais déjà, au niveau de la personne qui l'a subi, c'est que toutes les stratégies qui visent à saboter ou à piéger, par définition, c'est à l'insu. Donc, il y a des personnes qui se sont rendues compte a posteriori qu'elles avaient été piégées, pas au moment où ça s'est produit. Donc, ça, c'est une stratégie. Comme je disais, là, il y a les agresseurs, enfin les conjoints ou les membres de la famille qui se rendent responsables de coercition reproductive vont, avant même de passer à l'acte, récupérer un ensemble d'informations, récupérer donc un ensemble d'informations, prendre tranquillement le contrôle sur différentes ressources, qu'elle peut se déplacer sans eux ou pas. Est-ce qu'il y a des caméras à l'extérieur de la maison ou à l'intérieur de la maison qui font en sorte que dès qu'elle bouge, ça se voit? Est-ce qu'elle a accès à de l'argent ou elle n'a pas accès à de l'argent, bon, etc. Et donc, l'accès à l'information, le leurre, un conjoint qui dit qu'il est vasectomisé, c'est pas le cas, ça c'est une manière de cacher qu'il est en train de faire de la coercition reproductive. Elle se rend compte au moment où elle est devenue enceinte et selon sa réaction éventuellement. Et donc oui, en fait, c'est bien malheureux, mais les agresseurs et les personnes qui exercent de la coercition reproductive font preuve de beaucoup d'imagination et sont capables en fait de dissimuler leur intention ou de dissimuler leur comportement de toutes sortes de manières. L'entourage éventuellement ne s'en rend pas compte, ou la famille, etc., parce qu'on est aussi dans notamment au Québec, des politiques assez natalistes et où quelque part, c'est un peu banal quoi, de faire de la pression à l'effet d'avoir des enfants, etc. Mais rappelez-vous que c'est pas juste de la pression,
c'est avoir peur, être contrôlé, et que l'autre personne ait vraiment l'intention de... Donc, elles ont vraiment peur des conséquences. Elles appréhendent les conséquences. Donc ça, c'est tout à fait important à signaler. Et donc, qu'est-ce qui fait que c'est dissimulé auprès de l'entourage? C'est que, comme je le disais, il y a des mises en scène. Hein, on a des conjoints qui vont dire à leur partenaire « Non, non, mais moi, je respecte ton choix », par exemple, et qui, dans leur dos, vont contacter famille, belle famille, pour les encourager à exercer de la coercition reproductive, par exemple. Donc, on voit là comment c'est des stratégies, parfois, écoutez, moi, je lisais ça, et parfois, j'avais l'impression d'être dans des campagnes militaires, vraiment, avec, là, des QG qui s'organisaient pour exercer des campagnes de coercition reproductive. Donc, il y a toutes sortes de stratégies dissimulées, moins visibles, qui contribuent effectivement. Les commentaires cumulatifs, hein, comme je disais tout à l'heure, si tu m'aimais vraiment, alors tu accepterais. Si tu étais une vraie première fille aînée de la famille, alors tu ferais ce qu'on te dit, etc. Donc, dit comme ça peut paraître anodin, ça peut être invisibilisé. Mais comme je vous l'ai dit, si on se replace dans le contexte, dans la peur des représailles, si on ne se soumet pas, dans les stratégies de contrôle et dans l'intention qui est donc de priver d'autonomie, alors là, on peut comprendre que vraiment, il y a un enjeu tout à fait problématique. Merci beaucoup, merci Carole, et de refaire aussi plein de liens avec tous les résultats que tu as apportés là dans ta section, dans la section finale là, de ta présentation. Un gros merci, hein, c'est tout le temps que nous avons pour aujourd'hui. Merci à Carole de se joindre à nous aujourd'hui et à tous les participants et participantes. Merci aux interprètes de langue anglaise, Sylvie Rodrigue et Peter McNichol, ainsi qu'aux interprètes ASL, Jennifer Best et Courtney Cockburn, et aux interprètes LSQ, Joël Fortin et Marie-Jacques Tremblay. Veuillez noter qu'une fois que le webinaire sera terminé, un sondage d'évaluation s'ouvrira dans votre navigateur. Veuillez remplir cette enquête d'évaluation pour recevoir un certificat de participation. Merci à tous et au nom de toute l'équipe du Learning Network et du Centre de connaissances, au revoir.